Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, l'émission que je vous propose tous les jours de la semaine et qui essaie de vous résumer ce qu'il faut retenir de l'actualité autour du développement. Et côté programme, vous commencez à en avoir l'habitude depuis lundi, on reparlera une dernière fois de l'écosystème Apple, mais on évoquera aussi Flutter et le framework Uno. Et non, ça n'a rien à voir avec le jeu, et on parlera aussi des petits tutos pour vous mettre à Rive. Mais avant ça, aujourd'hui on est le 9 juin et c'est ici, et si on revient en 99, c'était les débuts des téléphones portables, et comme pour chaque nouvelle techno, elle avait un tout petit peu besoin de se faire réglementer, et c'est donc depuis ce 9 juin 99 que les téléphones y sont interdits dans les hôpitaux, les stations essence ou encore les administrations. Comme quoi, ça date vraiment pas d'hier, mais là je vous propose déjà qu'on remette l'aiguille bien sur ce vendredi 9 pour voir ensemble les actus. On commence très vite par une mise à jour mineure de Flutter qui corrige deux bugs, l'un sur le Add to App et l'autre sur les Sliver App Bar. Alors comme d'habitude, je vous invite à télécharger cette 3.10.4. Mais si je vous parle de Flutter aujourd'hui, c'est plutôt pour Shorebird. Alors juste pour le petit rappel, Eric Seidel, c'est l'un des pères de Flutter et il a quitté Google pour lancer sa propre boîte. Et son idée, c'est de fournir des services pro autour de Flutter. Et son premier service, il permet de faire du code push, c'est-à-dire de pouvoir mettre à jour à distance des API sans pour autant passer par un store. Et pour le moment, vous pouvez utiliser leur version bêta qui, on va dire, est très roots parce que tout simplement, il n'y a pas d'interface web ou de client lourd, tout simplement parce que ça se fait en ligne de commande. Idem pour payer, c'est un simple lien vers Stripe et qui vous redirigera vers un abonnement mensuel de $20. Et le truc à savoir, c'est qu'il n'y a pas de période d'essai. Pour l'heure, leur produit, il ne fonctionne que sur les applications Flutter Android, mais la bonne nouvelle, c'est que depuis hier soir, ils ont publié une vidéo où ils montrent qu'iOS marche bien aussi. Mais forcément, il y a un mais puisque ce n'est qu'une vidéo de démo. Mais malgré tout, ils annoncent une disponibilité dans les prochaines semaines et vous pouvez donc compter sur moi pour vous en reparler. On poursuit et si je vous dis cross-platform en .NET, vous allez me dire soit Xamarin Forms, soit .NET MAUI qui sont les deux solutions gérées par Microsoft. Mais en parallèle, il existe aussi la Uno Platform qui promet même un tout petit peu plus avec un support de Windows, Mac, Linux, Android, iOS et même le web avec du WebAssembly. Et la version 4.9, elle est sortie cette semaine et elle apporte plusieurs nouveautés dans le support très attendu d'un lecteur multimédia cross-platform, car oui, ça fonctionnait déjà sur Android, iOS et macOS, et maintenant c'est bien disponible de partout, avec par exemple du libVLC derrière l'implémentation sur Linux. Mais en plus du lecteur, vous allez pouvoir utiliser la WebView 2, mais il ne déprécie pas encore la V1. Et concrètement, cette WebView 2, elle supporte la communication dans les deux sens entre C# et JS, et vous avez donc tout intérêt à basculer dessus. Et la troisième nouveauté majeure, c'est que sur les plateformes qui utilisent Skia comme moteur de rendu, en gros c'est-à-dire Linux, il est possible d'intégrer des composants natifs et c'est d'ailleurs exactement ce qui a été fait avec le Media Player. Bien sûr, il n'y a pas que ça comme nouveauté, mais ce sont les trois principales. Et la question qui se pose, c'est si vous voulez faire du .NET cross-platform, qu'est-ce qui vaut mieux entre .NET MAUI ou la Uno Platform? Alors on va dire qu'en termes de stabilité et de fonctionnalité, Uno est plutôt devant, mais .NET MAUI a pour avantage d'avoir l'image de support au long terme de Microsoft. Pour le reste, on va dire que ça reste discutable. Et on poursuit avec Rive qui est un super outil cross-platform pour faire des animations. Alors vous allez peut-être me citer l'outil, mais l'idée de Rive, c'est qu'il peut importer du l'outil, mais surtout le supporter sur encore plus de plateformes. Et autant les fonctionnalités sont intéressantes, autant les outils pour les designers, ils nécessitent toujours un peu d'apprentissage pour se familiariser avec. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une playlist complète vient d'être publiée sur YouTube pour vous permettre de comprendre les outils et les concepts. Ils expliquent que ce n'est qu'une première partie d'un cours, mais c'est gratuit, alors autant en profiter et je vous ai mis le lien dans le petit i vers la playlist de YouTube. Allez, c'était un peu court pour les actus non Apple aujourd'hui, mais place aux actus en bref. Avec toutes les polémiques autour des tarifs de l'API Reddit, il y a tout de même une petite lueur d'espoir car certaines applications n'auront pas à payer. Mais attention, ça ne concerne que les applications non commerciales qui ont des fonctionnalités autour de l'accessibilité. Pour le reste, il faudra passer à la caisse le 1er juillet, à moins que le mouvement de grève de lundi leur fasse changer d'avis. Une petite info sur iOS puisque désormais sur l'App Store, vous verrez le temps de téléchargement nécessaire pour l'installation ou les mises à jour. Mais pour en bénéficier, il faudra être sur iOS ou iPadOS 17. Côté IDE, JetBrains n'en manque pas et certains sont plus ou moins connus comme Aqua qui se veut être un IDE pour les ingénieurs QA pour faciliter la création des tests d'interface ou des API. Pour le moment, de nombreux langages sont supportés comme Java, Kotlin, Python ou JavaScript et côté framework, Selenium et Selenium sont gérés. Mais on apprend que Playwright et Cypress viennent s'ajouter à la liste. Pour le moment, cette IDE est disponible gratuitement car en preview, mais il peut aussi se décliner sous la forme d'un plugin. Sur Windows 11 maintenant, le store s'améliore pour les insiders puisqu'il devient possible d'installer depuis les résultats de la recherche les applications et jeux gratuits. A noter que les cartes pour les jeux et films ont aussi un nouveau design. Mais attention, il faudra attendre quelques bonnes semaines avant de l'avoir chez tous les utilisateurs. Et enfin, l'application iOS pour ChatGPT a été mise à jour et permet maintenant d'être utilisée avec Siri et dans les shortcuts, ce qui en fait justement un concurrent de plus pour Siri. L'interface pour iPad est aussi améliorée avec notamment le support du drag and drop.
Comme vous commencez à en avoir l'habitude, la deuxième partie est consacrée à la WWDC, et aujourd'hui je vous propose quelques compléments sur SwiftUI, les changements de design sur WatchOS et des infos sur les app clips, les SharePlay et la privacy. Côté SwiftUI, hier je vous ai dit les principaux ajouts, notamment la partie observable qui est honnêtement géniale, mais ils ajoutent aussi un inspector. Alors au début je me suis dit que c'était l'équivalent de la vue debug d'Expo, mais en réalité pas tout à fait. C'est plutôt un panneau qui vient s'afficher pour configurer des views, mais c'est à vous de gérer les différents paramètres, ou dit autrement, si vous ouvrez juste un inspector, ça affichera ce que je vous montre ici, à savoir rien du tout. Et l'autre point sur SwiftUI, c'est que vous allez pouvoir utiliser les shaders faits avec Metal, ce qui devrait donc vous permettre de faire des belles animations et des transitions. Et le dernier point, c'est que si vous avez besoin de mettre en place des abonnements dans vos applis, vous n'avez même plus besoin de coder une interface, car Apple vous donne tout en template à dispo. Il vous suffit pour ça de mettre les bons ID, de changer le texte et de changer 2-3 couleurs, et automatiquement vous aurez une interface responsive et ça s'appelle les Subscription Store View. Et je vais maintenant vous évoquer les modifications sur les guidelines graphiques de WatchOS. Alors désormais, il y a 3 grands types d'interfaces, Dial, infographique et List, qui peuvent vous servir de modèle, mais bien sûr, rien n'est obligatoire pour autant. Et d'une manière générale, ce qui est affiché en arrière-plan devient aussi plus important et les invite à ne pas négliger les couleurs ni les dégrader. Par exemple, sur la météo, pour mieux faire comprendre la valeur courante, ça va même jusqu'à des animations par exemple avec de la neige. Et là-dessus, c'est quand même un énorme changement de cap où le noir était privilégié jusqu'à présent pour économiser de la batterie. Et l'idée est qu'il y a aussi une notion de couche qui s'empile avec au-dessus de tout le monde la status bar et qui est ici avec un peu de flou pour la distinguer, mais il faut quand même pas en abuser non plus car la navigation elle reste limitée sur un aussi petit écran. Et enfin, la Digital Crown est aussi un élément à prendre en compte, où par défaut vous allez naviguer page par page, ou alors élément par élément, ça va dépendre de votre interface. Et par exemple, sur l'application qui affiche la time zone, la Digital Crown, elle reste sur la même vue, mais en fait, elle a fait bouger la zone sélectionnée. Et d'une manière générale, il réitère que les applis, elles doivent être simples, car l'écran tout simplement est petit, mais je crois qu'on n'avait quand même pas besoin de nous le dire. Bref, d'une manière générale, c'est pas une révolution ces changements de guidelines. Vous savez ensuite que la vie privée, c'est un peu le cheval de bataille d'Apple, mais finalement, c'est quand même un peu au bon vouloir des développeurs. Et pour ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais d'une manière générale, il va y avoir les Privacy Manifests qui permettront aux SDK tiers de déclarer ce qu'ils font des données. Et ensuite, vous pourrez générer pour votre appli un rapport pour voir ce que chaque framework consomme et donc ce que votre appli elle fait. Toujours dans ce manifeste, les SDK ils pourront définir quelles URL sont appelées pour faire preuve de transparence, et idem, vous allez avoir des API qui sont limitées à des Required Reasons. En gros, ça veut dire que pour accéder à certaines API, par exemple celle des fichiers, il faudra dire pourquoi le SDK en fait usage, et là aussi, ce sera dans le Privacy Manifest. C'est donc une très bonne nouvelle pour l'écosystème des applis, mais bon, tout ne deviendra pas obligatoire du jour au lendemain, car forcément ça nécessite que toutes les dépendances s'y mettent. Et enfin, pour éviter les problèmes de type impersonation, les SDK devront être signés et tout code contrefait tout simplement ne sera plus accepté. Bref, Apple frappe encore fort côté vie privée. Et pour finir, on va évoquer 2 fonctionnalités. La première concerne les app clips, qui sont ces petites applis que vous n'avez pas besoin d'installer et qui peuvent être pratiques par exemple quand vous prenez une trottinette en libre service et que vous ne voulez pas installer l'application complète. Et pour l'heure, la fonctionnalité a un succès mitigé on dira, et c'est d'ailleurs similaire sur Android. Mais malgré tout, il y a quelques nouveautés à la WWDC, et déjà ce qu'il faut savoir c'est que l'on peut lancer des app clips de 2 manières, soit en scannant un QR code ou un tag NFC, soit en allant sur un site. Et la nouveauté ne concerne que le deuxième cas qu'ils appellent les invocations numériques, et désormais la taille des applications elle pourra aller jusqu'à 50 mégas. En revanche, ça reste aux 15 mégas pour les invocations dites physiques. Et toujours dans les app clips, vous allez pouvoir lier un site à ces app clips pour forcer leur usage, et il faudra simplement mettre fichier de config sur votre site. Et enfin, la dernière nouveauté qui pour le coup n'a pas de pendant sur Android, c'est qu'il sera possible depuis une application iOS de lancer un app clip directement. Alors ce sera d'ailleurs assez simple à faire car c'est une simple URI qui contient le nom du bundle. Mais surtout, vous pourrez lui passer des paramètres pour potentiellement personnaliser l'interface. À noter que cette fonctionnalité, elle sera rétrocompatible jusqu'à iOS 16.4. Voilà pour les app clips et plus rapidement SharePlay, c'est des sessions qu'Apple a plutôt vendues en mode on regarde un film ensemble sur plusieurs téléphones ou plusieurs tablettes. Mais les API, elles sont complètement ouvertes et ils donnent quelques exemples. Et le premier, c'est qu'avec des tablettes pour des activités en classe, ça peut être faire des interactions comme des sondages. Ou alors un autre use case, c'est plutôt pour les soirées où c'est toujours compliqué de prendre les commandes de chacun, et bien dans ce cas, c'est une sorte de panier commun. Bien sûr, tout ça, ce ne sont que des idées, mais dire qu'il n'y a plus de quoi innover sur mobile, ce serait quand même aller un peu vite en besogne. Et je crois que c'était le dernier sujet que je voulais vous parler sur la WWDC cette semaine. Forcément, sur les 170 sessions, j'en ai zappé beaucoup, mais j'espère vous avoir donné l'essentiel. Et c'est donc là-dessus qu'on va s'arrêter, et j'espère quand même que vous n'avez pas eu une overdose d'Apple cette semaine, mais il faut dire qu'en termes de com, ils ont quand même des leçons à donner aux autres. Allez, juste avant de se quitter, n'oubliez quand même pas de liker la vidéo car comme vous le savez, ça aide au référencement. Et n'oubliez pas aussi que mardi midi prochain, on fera un live avec un quiz en direct, donc surtout réservez bien votre pause déj. Allez, cette fois-ci, comme on dit, je vous remercie de votre fidélité, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, et donc rendez-vous lundi.